Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre Bonsoir, je suis le docteur Robertus, je suis psychiatre. et on a fait la vidéo sur le livre de Nicolas Demorand. Oui. Plus ça va, plus j'ai des patients, plus j'en parle aux patients, plus j'ai des retours genre c'est glauque, Ouais, une ode au suicide. Ah oui, alors j'ai pas eu ça moi, mais j'en ai eu en effet qui étaient pas, J'étais pas très content. ouais, pas fan en tout cas. Et il y a eu le retour le plus courant, le plus fréquent, c'était oui, mais moi j'ai tout essayé et pourtant ça va pas mieux. Et donc Parmi je tes pense patients? non, parmi les gens sur les réseaux sociaux là. Eh oui, Euh, car tes patients. Mes patients, ils me disent pas j'ai tout essayé. Enfin, quand ils disent j'ai tout essayé, je les calme tout de suite. Et donc, j'en ai aussi deux, trois qui disent oula, vous avez l'air décompensé, mais bon, cela, c'est toujours un plaisir. Et donc, il faut qu'on soit clair sur qu'est-ce qu'on entend par avoir tout essayé. La majorité des patients, l'intégralité des patients que j'ai eus est très loin d'avoir tout essayé. Tu vois, c'est pas genre ah, il y a ça que vous n'avez pas testé, c'est un paquet de trucs qui n'ont pas été testés. Et comment faire pour savoir ce dont on parle. Alors, il y a ce bouquin qui est le Prescribing Guidelines in Psychiatry du Maudsley. C'est l'hôpital à Londres du Maudsley, qui doit coûter, je pense, 80 balles, un truc du genre. Et à mon avis, c'est le minimum syndical du psychiatre qui prescrit. Les psychiatres qui prescrivent pas et qui font autre chose, ils font de l'hypnose, etc., pourquoi pas. Mais ceux qui prescrivent, il faut qu'ils connaissent ce qui est écrit dans le Maudsley. C'est le minimum syndical. Tu peux pas bosser sinon. Oui, et puis même, je dirais même d'avoir un Maudsley sur sa table pour se donner des idées de temps en temps. Éventuellement, après, tu fais comme tu veux, mais tu vois, tu ne peux pas ne pas maîtriser ça. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, c'est comme tu vas chez ton garagiste, il est censé savoir changer, censé gonfler les pneus. Enfin, j'en sais rien, moi, je sais pas quoi. Mais c'est le minimum syndical. Si jamais tu ne connais pas en tant que psychiatre, parce qu'il y a des psychiatres qui nous suivent, il n'est pas trop tard. Tu peux aller sur Amazon et l'acheter. Si jamais tu ne sais pas lire l'anglais, il n'est pas trop tard, il faut lire l'anglais. Hein. Sinon, c'est très compliqué de pratiquer la médecine. Je ne sais pas comment tu fais honnêtement. Il n'a pas été traduit, le Maudsley. Il n'a pas été traduit, il ne sera pas traduit. Les prescripteurs français sont notoirement résistants au changement. On est encore au tertian, donc il y a peu de chances qu'il soit traduit. Cela dit, je crois que si tu files le bouquin en PDF, que tu l'achètes en PDF et que tu le files à ChatGPT, il te le ressort en français, il doit y avoir un truc possible. Enfin, tu vois, on est en 2025, tu te débrouilles. On en avait déjà parlé. Il y a une époque, il fallait mettre sa maison en vente, dire au revoir à sa famille et se taper des mois de trajet pour aller à la bibliothèque d'Alexandrie. Là, ça peut être sur ton disque dur en 15 minutes et dans ta boîte aux lettres en 48 heures. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut que les gens maîtrisent ça. Si jamais les patients sont suivis par des praticiens qui ne connaissent pas ce minimum syndical, les patients peuvent l'acheter. Honnêtement, 80 balles. Non, mais je vois pas à quoi ça sert. Tu peux le télécharger et tu sors les pages à ton médecin, tu vois. Enfin, bref, il faut savoir ça. Et donc, il donne des exemples. Comment braquer ton médecin? Comment braquer? Mais non, mais pas du tout. Moi, il y a une patiente, je te jure. Non, mais parle pas de toi. La plupart des médecins. Ah, mais moi, je parle de moi. Oui, je parle de moi. Il y a une patiente, elle m'a dit, écoutez, j'ai vu des études sur le binge eating et le baclofène. Et j'étais là, j'ai fait quoi? Et elle m'a dit, ouais, vous avez pas vu les études? Et je lui ai dit, écoutez, ma petite dame, j'en ai vu quelques-unes des études et les vôtres, elles doivent pas être terribles. Non, je lui ai dit, bah, faites voir l'étude. Et honnêtement, l'étude, elle était dégueulasse. Elle était dégueulasse. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, votre étude, elle est dégueulasse, ça marchera jamais. Non! Je lui ai dit, écoutez, on a déjà testé ce qu'il y avait dans le Vidal, à savoir, la fluoxétine. Ok, hein. On va tester ça. Vous voulez tester ça? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Le baclofène, on a vu pire. Hein. Oui, ça va. C'est probablement moins dangereux que d'emmagasiner 3000 calories excédentaires par jour. On a testé, elle va bien, ça fait des mois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, il donne quelques exemples. Alors, je vous propose, on va donner les exemples qui mettent et comme ça les gens auront une idée de ah bah oui ça c'est vrai que j'ai pas testé et si vraiment ils ont tout testé eh ben il faudra acheter d'autres bouquins et lire d'autres articles parce que il y a pas tout hein, c'est vraiment le minimum syndical donc dépression bipolaire alors
Est-ce qu'il faut tester des trucs de dépression bipolaire ou juste de dépression unipolaire? C'est une vraie question. Hein. Est-ce que vraiment dans la littérature scientifique, on arrive à faire la part des choses entre les bipolaires, les pas bipolaires, les maniaco-dépressifs et les machins? En pratique, je suis pas sûr. Non, il y a pas beaucoup d'études qui font la nuance des troubles de l'humeur sur le spectre de la bipolarité. En général, oui. C'est plutôt, on a fait une MDQ, eux ils sont bipolaires, Voilà, c'est les ça. autres le sont pas, et puis voilà. Donc, Bon, même sur le Prami, tu vois, il y en a qui ont fait des phases maniaques alors qu'ils étaient censés pas être bipolaires, qu'ils étaient dépressifs depuis des années. Donc, voilà. Donc, ce sont des patients allègrement mélangés. Ouais. Donc, il y a la motrigine, lithium, ça c'est très simple. L'urazidone, il y en a pas mal en France qui n'ont jamais testé ça. Ouais. Heureusement, ça peut se commander ailleurs, mais il faut avoir un petit peu de pognon. Ou en préparation magistrale. Ou en préparation magistrale. On attend que la pharmacie Bruno avance sur le sujet, mais pour le moment, j'ai pas de retour. Peut-être que je l'ai trop saoulé, c'est pas impossible. Et donc, en premier, ils mettent dépression bipolaire, antidépresseurs. Alors oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on met des antidépresseurs et pas? Le fait est qu'en France, la quasi-totalité des patients bouffent de l'antidépresseur alors qu'ils ont des dépressions bipolaires. Et souvent, ils ont tout essayé, mais en fait, ils ont essayé tous les antidépresseurs de la même classe. C'est ça. Alors, il y a eu la fluoxétine, la paroxétine, la sertraline, la fluoxéamine, l'estalopram, je t'épargne le reste. Et des fois, il y a un petit pas de côté qui est fait, paf, il y a de l'avant-la-faxine qui arrive. Souvent. Parfois, des doses qui font que bon, il n'y a pas vraiment de différence. Je dirais que le bingo des traitements essayés, c'est escitalopram, paroxétine, venlafaxine. Et puis, déjà, et donc, je rentre pas dans le débat, on rentre pas dans le débat, est-ce qu'il faut des antidépresseurs ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que perdu pour perdu, il y a des patients qui pourraient bénéficier, par exemple, de tricyclique. Hein. Oui. Ça marche peut-être mieux que la fluoxétine, peut-être. Et alors, après, fantasme, des IMAO, tu vois. Tu prends de la tranite, tu te promènes. Chez les bipolaires, c'est que c'est une cata. Ça peut faire virer, il y a pas de problème. Mais me dis pas, j'ai tout testé. Il y a des patients qui, peut-être, effectivement, et moi j'ai pu le faire, quand tu as fait le tour des choses, tu mets des tricycliques. Pourquoi pas? Oui. Est-ce qu'on est sûr à 100% que les tricycliques ne marcheront jamais chez les patients bipolaires ou qu'ils les feront vriller à chaque fois? La réponse est non. Ah, mais c'est pas ça qui me fait peur, moi, c'est le problème des cycles rapides. On n'est pas sûr non plus. Ça serait très simple. On n'est pas sûr non plus, mais le problème, c'est que c'est un truc que tu peux pas, Oui, quand il est dépressif depuis 5 ans, si jamais il va mieux, après tu verras pour le cycle rapide. Tu vois, il y a des fois où, écoute, pourquoi pas. Hein, je te dis pas qu'il faut le faire ou pas. Je te dis juste que dans la panoplie des antidépresseurs, il y a des gens qui souvent n'ont essayé qu'une infime partie. Ça, c'est sûr. Et donc après, il y a les IMAO qui n'ont jamais été testés très souvent. Donc, il y a la trimethylbromine, il y a la sélégiline, si tu veux. Voilà, les inhibiteurs de la monoamine oxydase qui sont des antidépresseurs qui marchent nettement mieux que les trucs comme la fluoxétine. Mais oui, c'est un peu plus compliqué d'utilisation. C'est le problème de la psychiatrie. On prescrit des trucs moins efficaces, mais mieux tolérés à plus de gens. Donc, effectivement. Donc, par exemple, effectivement, sur la catégorie antidépresseurs, il y a des gens qui n'ont pas testé du tout toutes les possibilités. Il y a la cariprazine, qui est un neuroleptique à la base, mais qui a des propriétés antidépressives. Ça ressemble à la kétiapine, mais ça sédate moins la caboche, faut bien le dire. C'est toujours pas disponible. Cela dit, moi, j'ai une patiente qui fait l'aller-retour en Espagne et qui récupère le truc à 30 €. Ah oui. Pourquoi pas? Il y a la kétamine, alors en intraveineux ou en intranasal. Ça fait partie des trucs que les gens essayent. Moi, je suis pas méga convaincu, mais il y a des gens que ça a sauvé, il y a aucun doute. Il y a le pramipexole, qui fait partie des trucs indispensables à avoir testé. C'est vraiment aussi simple que ça, honnêtement. Si le pramipexole n'a jamais été essayé, il faut le tester. Alors, effectivement, c'est hors AMM, ça n'a aucun sens de faire la distinction AMM hors AMM. Ça n'a aucune pertinence clinique. La kétiapine à l'AMM, mais les études qui ont été faites sont dégueulasses. Je suis en train d'écrire le bouquin, je rappelle que ils ont fait un sevrage brutal de tous les psychotropes. Et après, ils ont mis de la kétiapine et si tu as de la kétiapine, tu tolères mieux ton sevrage brutal que si tu as du placebo. Je sais même pas comment le comité d'éthique a pu valider ça. Et donc, en fait, la qualité des études qui ont l'AMM est parfois moins bonne pour les molécules qui ont l'AMM que pour des molécules qui n'ont pas l'AMM. La seule et unique raison qui fait que le pramipexole n'a pas l'AMM, c'est qu'ils l'ont sorti pour la maladie de Parkinson. Ils se sont rendus compte que ça a marché pour l'humeur. Ils ont fait les études. Le labo a dit, wap, ça va tomber dans le générique. On va pas arriver à faire de fric plus que ça. On laisse tomber. C'est la seule raison. C'est l'unique raison.
Donc, il faut laisser. C'est une des raisons pour lesquelles aussi certains médicaments hors AMM ont des meilleures études, parce que ces études ne sont pas forcément faites par les labos, elles sont faites souvent par des universitaires, par la qui n'ont pas de conflit d'intérêt particulier. Même vraiment intérêt à voir si ça marche. Il y a une vraie question, tu vois. Est-ce que les autorités de santé, là, c'est une vraie question, tu vois. Si jamais on se met vraiment à fantasmer complètement, est-ce que les autorités de santé devraient pas revoir les recommandations quand on a des études ultérieures sur des populations beaucoup plus larges, avec moins de sélection au niveau des patients. Et donc, par exemple, la quétiapine, je suis désolé, sur des études longitudinales avec des cohortes populationnelles de plusieurs milliers de patients, le résultat n'est pas folichon, voire le résultat est nul. Donc ça, c'est en moyenne. D'accord. Oui, ça veut pas dire que ça marche pas. C'est en moyenne. Je suis le premier la quétiapine m'a sauvé la vie. C'est pas compliqué. Néanmoins, ça pose vraiment question. Le labo me pond des études de merde qui disent que ça marche, puis des études qui sont neutres sur le plan des conflits d'intérêts me disent que ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce qu'on continue à sortir des trucs comme la HAS et la Sécu nous font, et la NSM et toute la clique là, ça date d'il y a 2 mois. La quétiapine est le seul traitement qui a l'AMM dans la dépression bipolaire. Tu vois, est-ce qu'il n'est pas moment de revoir un peu sa copie? Peut-être que s'il y avait moins ce message martelé par les autorités de santé, les praticiens seraient un peu plus ouverts et plus souples pour prescrire autre chose, tu vois. Bref, je ne vais pas retomber là-dedans. Donc là, aripiprazole, pourquoi pas. Il y a la carbamazépine. Alors la carbamazépine, c'est un vieux machin, hein. Ça demande une certaine expérience, au moins théorique, pour la prescription, parce que ça va faire que les autres médicaments sont éliminés plus vite. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Ça donne un petit peu de connaissances en pharmacocinétique. Il faut un petit peu de connaissances, mais c'est une molécule qui est là. Je veux dire, c'est vieux comme le monde. On a des patients qui sont nickel avec de la carbamazépine. Tu peux pas faire l'impasse de ça juste parce que c'est vieux, tu vois. C'est-à-dire, la nature n'est pas au courant. Je veux dire, il n'y a pas de poussière dans la gélule. Tu vois, ton corps, il dit pas, c'est un vieux truc, ça laisse tomber. On est d'accord. Les vieux trucs ne marchent pas moins bien que les nouveaux trucs. Les nouveaux trucs sont mieux tolérés. Tu peux les foutre à tout le monde. Ce qui est l'objectif des labos, on est d'accord. Il y a la gabapentine. Alors, pourquoi pas? Les études sont là. Honnêtement, moi, je suis pas méga convaincu, mais il y a des gens qui sont nickel. Parce que tu as aussi le problème, tu as des gens qui sont bipolaires. Ils ont une angoisse de malade. Et tu essayes des trucs pour l'humeur matin et ça marche pas. Et tu mets un truc pour l'angoisse et les types, ils sont nickel. Et tu te dis, oh la vache, on aurait dû tester ça un peu plus tôt, tu vois. C'est possible aussi. Et d'ailleurs, souvent, chez eux, je trouve que c'est un peu traître parce que les antidépresseurs fonctionnent sur l'angoisse, mais pas sur l'humeur. Donc, c'est vite chiant. Il y a l'inositol. Ah bah oui. Donc ça, c'est un complément alimentaire. T'as jamais prescrit? Non. Bah non, moi, j'ai jamais eu besoin non plus. Mais ça existe, tu vois, c'est là. Bref, t'as l'étude, tu peux aller lire si tu veux. Il y a la mifepristone. Ah, tu connais ou pas ça? Eh ben, on est d'accord. On l'a déjà vu, hein. Il y a les oméga 3. Bon, là, faut pas trop. Mais là, faut avoir un peu de fric. Faut avoir un peu d'argent parce qu'il faut le bon ratio. Faut pas se blinder de métaux lourds, etc. Il y a le modafinil. T'as beaucoup de patients. J'ai tout essayé. Vous avez testé le modafinil? Oui, monsieur. Bah non, jamais. Ça, on n'a pas le droit de le prescrire en tant que psychiatre. Alors, là, c'est encore un autre problème. Théoriquement, on n'a pas le droit. Si tu trouves une pharmacie qui dit, écoutez, c'est de la merde ces trucs, suffit de trouver une pharmacie un peu disruptive et c'est bon, ils te font pas chier. Moi, par exemple, avant d'être flagué comme un malade mental, là, je pouvais prescrire du modafinil sans trop de problème. La pharmacie le filait parce que il n'y a pas de raison particulière de pouvoir prescrire du méthylphénidate, mais de pas pouvoir prescrire du modafinil. Ça n'a pas de sens. Sauf si elles sont financières, et là, c'est encore un autre. Officiellement, on a le droit de prescrire. Officiellement, c'est réservé à un médecin du sommeil parce que pour eux, c'est utilisé pour améliorer l'éveil. Oui, je sais. Donc, pourquoi est-ce qu'un psychiatre voudrait améliorer l'éveil? Ça n'a aucun sens. On prescrit rien qui sédate. Ceci dit, maintenant, il y a des psychiatres qui sont médecins du sommeil. Mais... Oui, il y a des psychiatres qui bossent en centre du sommeil. Donc là, tu appelles ton CHU préféré et puis tu les envoies. Et puis 2 ans après, non, il y a quelques mois, 2 ans, c'est pour les CRA. Oui. Il y a des centres où il y a un médecin du sommeil qui peut te filer un peu de modafinil, il n'y a pas de souci. Je crois que le neurologue peut. Donc là, si tu as un pote neurologue,
Mais tu vois, moi, j'ai 2-3 connaissances Enfin, faut un pote neurologues neurologue qui veuille bien qui veut faire, bien quoi. prescrire en RMM. Et en fait, Et quel temps, parce que et bah, quel ils sont temps surbookés aussi. Hein. Bah ouais, alors faut un pote neurologue qui a confiance en toi, tu lui envoies et bon, bah, C'est ça. mais bon, tu vois, ça demande un petit peu de technique. Mais après, c'est autre chose. Si tu te pointes sur la réseau et tu dis, je peux rien essayer de plus parce qu'il y a des règles de prescription complètement abruties qui suffoquent les praticiens et qui diminuent les chances des patients, c'est autre chose. Tu vois. Là, tu peux, je sais pas moi, tu peux créer une pétition. Tu vois, la loi du plomb, bon, là, tu peux faire plein de trucs. Mais c'est autre chose, tu vois. Tu dis pas, j'ai tout essayé. Tu dis, je peux pas essayer grand chose parce que les autorités de santé font n'importe quoi. C'est encore un autre truc. OK? Donc ça, c'est sur la partie bipolaire. Et honnêtement, je trouve que c'est un peu maigre pour ma part, honnêtement. On y manque pas mal de trucs, mais il y a déjà un petit peu d'infos. Okay. Et là, si tu vas dans dépression résistante au traitement, alors c'est un concept qui pue la merde, la dépression résistante. Ça, c'est pas bipolaire, ça, c'était unipolaire. Non, si, c'était bipolaire. Ça, c'était bipolaire? Ouais, il y a que dalle, ouais. Ouais, il y a que dalle. Ah oui. Ben oui, je sais, mais tu vois, il y a déjà des trucs que les gens n'ont pas essayé, d'accord. Et après, dans bipolaire, il n'y a pas le lithium. Il y a le lithium. Oui, non, mais le lithium, j'espère que les gens, là, je passe sur les trucs que les gens connaissent pas. Non, mais attends, il y en a plein qui arrivent avec des dépressions récurrentes et qui. Oui, alors t'as raison. Alors attends, ok, bon, alors il y a le lithium, il y a la lamotrigine, il y a olanzapine fluoxétine. Alors pourquoi pas. Il y a le valproate. Bon, ça c'est le Dépakote. Bon, effectivement. J'espère que les gens qui lisent, qui nous voient, savent maintenant qu'il faut prendre du lithium. Oui. Sinon, c'est qu'on a mal fait notre boulot. Donc après, tu as le concept de dépression résistante. Donc là, dans les études, il y a marqué c'est des gens unipolaires. Puis en fait, quand tu regardes dans d'autres types d'études qui sont pas pharmaco, bah, tu as des patients bipolaires partout. Et les patients bipolaires contaminent allègrement les échantillons. Et là, tu as une des explications qui font que la médecine psychiatrique sur le plan des problématiques de l'humeur stagne parce que nos classifications sont péraves, du coup nos populations de patients sont péraves, du coup c'est merde. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc il y a la eskétamine et la kétamine qui sont toujours là, on est d'accord. Il y a la lamotrigine, il y a la sismothérapie. La sismothérapie est un petit peu en train de crever. Il y en a quand même pas beaucoup. Je crois que de moyens. Manque de moyens, manque de machin. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Il y en a de moins en moins. Alors que c'est un super traitement, quoi. Et enfin. C'est terrible, hein, ouais. Franchement, nous au moins ils en font pas. Je crois pas. Je sais plus. Enfin, en gros, sur notre groupement de 3 départements, a priori, il y a que 4 places par jour sur Angers, quoi. Sur tout le département. Donc, c'est une catastrophe. Et c'est là où c'est assez dingue, c'est que le gouvernement rembourse la eskétamine, mais c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre dans de la sismo, tu vois. Ouais. Ça aurait pu être fait. Donc là, c'est pareil, s'il y a un ministre de la Santé un jour, faudrait qu'il y ait un ministre de la psychiatrie, tu vois. Vu le pognon que ça nous coûte, la santé mentale, faudrait qu'il fasse un petit machin. Bref. Donc, il y a la sismothérapie. Ça marche, ça rase. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça fait partie des traitements où t'as même pas besoin d'études. J'ai des gens qui, honnêtement, excusez-moi, étalaient leur merde dans leur chambre d'hospitalisation depuis des mois, voire parfois des années, qui sont rentrés chez eux mater le foot en 3 semaines. Et on en a un paquet. Ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est assez dingue. C'est vraiment aussi simple que ça. Après, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur des problèmes cognitifs, je dis pas, mais. Oui, mais en moyenne, quand les gens on leur fait ça, ils ont des problèmes cognitifs de dingue aussi. Hein. Alors après, la sismo, ça marche super bien sur les trucs ultra sévères. Si t'as quelqu'un en dépression modérée depuis 2 ans, 3 ans, qui te dit j'ai tout essayé, ou même en dépression récurrente, pas trop sévère, c'est vrai que c'est moins évident d'aller vers la sismo. Ouais, mais ça se tente, ça fait partie des trucs. Tu peux pas faut que le CHU t'accepte, tu vois. Oui, voilà, mais ça fait partie des trucs, tu vois. Tu peux pas juste supprimer la sismo de l'arsenal thérapeutique, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a les hormones thyroïdiennes. Alors là, c'est pas compliqué. Les psychiatres doivent savoir prescrire les hormones thyroïdiennes, parce qu'ils prescrivent du lithium, et du coup, dans le lithium, il y a des atteintes de la thyroïde. J'en ai encore une là qui s'est fait, je t'avais dit l'autre jour, qui s'est vue mettre du lithium à sa demande à elle, en tant que bipolaire, et elle se l'est vue retirer 2 mois plus tard parce qu'elle était en hypothyroïdie. Ouais. Donc les psychiatres doivent connaître la physiologie de base des hormones thyroïdiennes, et de la thyroïde d'ailleurs, c'est vraiment pas compliqué. Elle se l'est vue retirer par le psychiatre, je précise. Vu qu'ils doivent connaître aussi la physiologie des hormones sexuelles, de la prolactine et de toutes les bases qu'il y a sur le système corticoïdien, etc., adrénalien, machin. En fait, ils doivent connaître la thyroïde et l'hypophyse.
Ils doivent connaître pas mal de trucs endocrinaux, en fait, les psychiatres. Donc, il y a les hormones thyroïdiennes qui sont prescrits dans la dépression bipolaire, dans la dépression pas bipolaire. Alors, est-ce qu'on met de la T3? Est-ce qu'on met de la T4? Est-ce que à quelle dose on prescrit? Là, c'est encore d'autres choses. Mais ça doit être proposé et on ne peut pas dire j'ai tout essayé tant qu'on n'a pas essayé ça. C'est aussi simple que ça, vraiment, c'est aussi simple que ça. Alors, autre solution. Alors là, c'est que ça devient sexy. La buprenorphine. Ah, t'as déjà prescrit de la buprenorphine pour la dépression? J'ai déjà fait une demande parce que la patiente était déjà suivie par un addictologue pour une addiction au tramadol et qui était dépressive et dans l'optique de faire avancer les choses aussi sur le plan de la dépression. Je l'avais en tête, mais il y avait une addiction au alors, tramadol. Ça a marché ou pas? Je suis retombée enceinte. Ah, super. Je suis partie en congé mat. Moi, je l'ai prescrit 2-3 fois. Je vais te dire. Il y a une fois où je me souviens, c'était un type, il était en train d'hurler, il était, à mon avis, pas loin d'être catatonique. Et en fait, je me disais à l'époque, il a essayé pas mal de trucs, lui. Et du coup, j'avais appelé pour la Sismo. Et ils se sont dit, oh la vache, on va vous le prendre, ça a l'air chaud. Et ça a mis 2 semaines. Et j'ai mis la bupré en attendant. On a annulé la Sismo. Parce qu'il allait mieux. Donc là, tu me dis, ouais, mais c'est que un case report, c'est anecdotique. Ouais, enfin, il avait essayé une vingtaine de médocs avant. Le gars, il était bipolaire. C'était la catastrophe sur le plan thymique. Et là, je crois qu'on a annulé. Je sais pas si on a annulé ou s'ils l'ont pas pris en disant, on va quand même faire des Sismos, c'est plus élégant que la buprenorphine, là. Mais, je veux dire, ça n'avait rien à voir. En 4 jours. Mais c'est vrai que chez quelqu'un qui a pas d'addiction, moi, la bupré, j'ai tendance à le sauter, à pas y penser. Oui, mais tu vois, il y a aussi des gens qu'on voit. Oui. Parce que, encore une fois, on fait de la psychiatrie, on fait pas de la santé mentale, le burn-out, je sais pas quelle connerie du genre. Tu vois, on voit des gens qui sont malades, il y en a qui vont mourir dans leur dépression. Aujourd'hui, je regarde les infos, il y a 3 suicides aux infos. Enfin, je veux dire, merde. Enfin, tu vois, quand en réa, ils sont en train de crever, les gens, ils sont pas là. On va quand même attendre un peu, voir ce qui se passe. Non, il y en a dépressés. Bref, il y a la dexaméthasone. Ah, donc ça, c'est un corticoïde. Donc, moi, ça, je sais pas prescrire. On sait pas prescrire. Il y a le dextrométhorphane. Est-ce que tu as déjà prescrit? Non, moi, j'ai déjà prescrit. Dextrométhorphane, quinidine. Donc, c'est compliqué. Donc, tu peux faire dextrométhorphane, fluoxétine. Il risque d'y avoir un syndrome sérotoninergique? Non. Il faut que les gens arrêtent avec ces problèmes de syndrome SUS. Ça ne veut rien dire. Bref, c'est autre chose. Tu peux mettre des folates ou du méthylfolate. Est-ce que tu en as déjà prescrit? Est-ce que tu as déjà prescrit des folates ou du méthylfolate à quelqu'un de dépressif? Des folates, oui. Oui, mais à quelqu'un de dépressif? Oui, mais après avoir recherché une carence en folate. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont pas carencés et qui s'améliorent avec les folates, tu vois. Peut-être c'est mieux les méthylfolates. Mais tu vois, il y a des patients qui n'ont jamais eu ça. Et je veux dire, c'est moche. Tu vois, c'est moche. Il y a l'iocine. Alors là, c'est la scopolamine. Donc là, c'est un anticholinergique costaud de chez costaud. Bon. Est-ce que tu as déjà prescrit des patchs de scopolamine aux gens dépressifs? Non, on est d'accord. Il y a la naltrexone. Là, c'est compliqué. Alors là, ça se complique. Tu peux mettre de la bupré, ça marche, la naltrexone aussi. Là, c'est plutôt chez les gens qui utilisent des opiacés, c'est compliqué. Pareil, la naltrexone, je la mets souvent dans les troubles du comportement alimentaire, donc ça peut aider aussi sur la dépression. Il y a les œstrogènes. Oui, ça, j'ose pas y toucher. Donc ça, t'oses pas y toucher. Néanmoins, il y a des femmes qui deviennent psychotiques à la ménopause ou dépressives à la ménopause. Et parfois, le traitement le plus simple, c'est des fucking hormones. Alors, ceci dit, je le prescris pas. Par contre, je les informe à chaque fois que potentiellement un des traitements, ça peut être les traitements par la pilule et qu'il faut aller voir le gynéco. Alors, la pilule ou des œstrogènes. Oui, voilà, tu vois, mais qu'en gros, un traitement hormonal peut vraiment changer les choses si on a un pattern hormonal en termes de dépression. Oui, ça, je leur dis pas. Mais combien de femmes se pointent, j'ai tout essayé, t'as pas entendu parler de ça, c'est un vrai problème, d'accord? Oui. C'est là-dedans, hein, c'est le niveau 0. J'étais interne, j'avais ce bouquin avant même de commencer l'internat, t'imagines? Niveau 0, hein. Je suis pas d'accord, je trouve pas que c'est niveau 0. Ah ouais? Non. Eh ben, si j'étais un jour chef de service. Ah oui, toi, oui. Si j'étais un jour chef de service. Soyons aimables et disons que c'est niveau 1. D'accord? Eh ben, à la fin, tu vois, dernier semestre, les internes en dernière année, ils auraient un questionnaire comme ça sur ça. Je leur dis 6 mois avant, vous avez des questions sur le bouquin. Ceux qui valident pas, ils sont invalidés, ils changent après. Et voilà, je ferai ça. Vote pour moi, chef de service. Ok, alors il y a le Pindolol. Alors là, putain, ça c'est quoi? C'est un bêta bloquant. C'est que pour les cardio. Bon,
Peut-être que ça ne fait qu'augmenter la réponse et que ça ne... Mais il y a des gens qui sont de nature impatiente et qui ne peuvent même pas attendre. On en a tous des patients comme ça. On va tester ça, c'est long, ils arrivent 2 semaines après, ça marche pas, ça marche pas. Oui. Peut-être que si tu avais mis un truc pour accélérer la réponse, tu vois, j'en sais rien, je sais pas. Écoute, c'est dedans. Il y a le pramipexole, il y a la psilocybine. Ah bon, alors ça, c'est encore notre trip. Ça, on peut pas, nous. Cela dit, mine de rien, à force, il va y avoir la psilocybine. Les patients, il y en a un paquet qui commandent ça tout seul ailleurs, comme des grands. Il y a la 5-adénosyl S-méthionine, donc là, c'est la SAMI. On est d'accord, tu n'as jamais prescrit. Mais c'est là, et c'est pertinent. Donc, il y a l'amphétamine, le méthylphénilate, dans la dépression résistante, ça, etc. J'ai déjà essayé. On est d'accord. Mais c'est pas terrible, je trouve. Il y a la testostérone. Oh la vache. Il y a des... Alors, pareil, ça, moi, c'est comme les oestrogènes, je trouve. Il y a des hommes, tu vois combien de patients? Moi, je vois 1000 patients par mois. Est-ce que tu penses que dans les 1000 patients par mois, il n'y en a pas un qui a, dans les mecs, qui a des problèmes avec une insuffisance en testostérone, à côté duquel on passe complètement, on est en train de lui tarter la tronche de psychotropes, parfois qui réduisent même la testostérone, tu vois, le risperdal, c'est pas bon pour ta testostérone du tout, alors qu'en fait, tu le vois, je sais que j'en rate, tu vois, on est d'accord. Et pourtant, c'est là, ok? Il y a la tianeptine, donc là, c'est Stablon. Donc là, c'est marrant parce que ça recommence encore un petit truc un peu opioïde-argile-pitule, là. T'en as pas prescrit souvent, je pense. Non, parce que c'est vieux. C'est ce que j'allais dire, en fait. J'ai quelques vieux patients sous Stablon. Ouais. Mais moi, j'en ai des vieux sous Stablon. Ils arrivent, ils disent, ça fait 10 ans que je suis pas bien. J'ai vu 15 psychiatres. Et qu'est-ce qui s'est passé? On m'a arrêté le Stablon parce qu'on a vu que c'était dangereux. Et du coup, on a testé d'autres trucs. Ça fait 10 ans que on remet le Stablon, ils vont mieux. Mais je veux dire, c'est fréquent, hein. Enfin, dans les gens que j'ai sous Stablon, principalement, c'est ça, tu vois. T'imagines le truc. Il y a le tryptophane. Moi, je suis pas convaincu du tryptophane, mais pourquoi pas. C'est là. Il y a le zinc. Il y a la venlafaxine à des hautes doses. Et je pense qu'on va finir comme ça parce que il y a la molécule. Et en plus, il y a la façon de la prescrire. Ouais. Voilà. Est-ce que je la prescris à telle dose? Avec quoi d'autre je la prescris? Et qu'est-ce que je mets à côté? On est d'accord, tu vois, parce que des fois... Moi, j'ai une patiente récemment, qui est une ancienne patiente à toi, qui était polytox, avec des Oula, on dit surtout pas. Plusieurs addictions. Oui, elle-même a dit qu'elle était polytox, alors je me fous. Ah bon, alors. Polytox. Et donc, j'ai repris son suivi là récemment. Elle est clean de tout produit depuis 1 an. Et elle était d'accord avec moi pour dire on reprend tout à zéro comme si elle avait jamais rien eu. Parce que, de fait, on peut pas considérer 2 années de traitement sous cocaïne et autres conneries du genre comme un truc qui vaut quelque chose, en fait. C'est trop compliqué, quoi. Donc, là, je parle de drogue, mais ça vaut aussi le coup pour pas mal d'autres produits. Et moi, j'ai tendance à considérer, il m'arrive de considérer pour certains patients bipolaires, que si pendant 10 ans, ils ont été traités avec tout un tas de régulateurs d'humeur, mais à côté de ça, des hautes doses de venlafaxine, en fait, ça se trouve, sans la venlafaxine, je vais pas jusque-là, mais... Bon, des fois, c'est ça. Hein. Mais des fois, t'as pas le choix, en fait. Ah oui, des fois, c'est ça. Des fois, t'es obligé de tout reprendre à zéro, quoi. Donc, en fait, c'est jamais comment, parce qu'on a des fois des questions, moi, je reçois des messages, vous pensez quoi de tel médoc, mais c'est quel médoc t'as eu, à quelle dose, quand est-ce que t'as augmenté, il y a des fois, ça a été augmenté trop vite, il suffisait d'attendre, du coup, t'as eu des effets secondaires, t'as dit j'arrête, alors qu'il suffisait d'attendre, il y a des fois, il y a une molécule à côté qui empêchait le truc de marcher, il y a des fois, il y a une molécule à côté qui aurait été pertinent d'utiliser, mais que t'as pas utilisé parce que machin, des fois, tu mets la molécule, tu mets du lithium tout seul, ça marche pas. Tu mets du dépacote tout seul, ça marche pas. Tu mets les deux, les gens, ils sont sauvés. Enfin, il y a un paquet de trucs. Il y a toutes les comorbidités à côté. On est d'accord. Hein, tu as des patients bipolaires qui ne sont pas stables tant qu'ils ont pas un peu de Ritaline. J'aime pas. Mais rien que l'exemple chez toi aussi, parce que tu avais eu du lithium avant d'avoir la kétiapine, hein, on est d'accord? Au début. Moi, typiquement, j'avais du lithium, 0,8 milliéquivalent par litre. C'est une catastrophe. J'ai pissé, je crois, 6 litres. Je crois que j'ai tendance à en rajouter un peu. Au début, je disais 3 litres. Maintenant, je crois que je suis à 6. Non, je crois que mais par nuit. Moi, dans mon souvenir, c'était 6 litres. 6 litres par nuit, si tu veux. C'était pas possible. Je dormais mal, machin, c'était pas possible. Hein. Et en fait, dans le Vidal, il y a marqué 0,8. 0,8 à 1,2. C'est crétin. Ouais, c'est ça. C'est crétin comme lithimiscible. C'est profondément abruti. Et du coup, il faut s'assurer que tout a été essayé, mais aussi que ça a été bien fait. C'est ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu avais eu ce lithium, c'était une catastrophe. Du coup, tu dormais pas de la nuit. Et du coup, il y avait pas d'effet visible, très clairement. Et donc, c'était après. Pire. C'était pire. T'as arrêté le lithium. On a mis la kétiapine, je pense, après. C'est ça, exactement. Et donc, la kétiapine a super bien marché. Et puis, ça doit être 1 ou 2 ans après
qu'on s'est dit qu'on allait remettre le lithium à petite dose. Ouais, voir ce qui se passe. Et ça a encore permis d'améliorer les choses. Ouais. Alors que le lithium, la première fois, ça avait été une catastrophe tout seul, à haute dose, quoi. Donc, il y a aussi, la dose, il y a avec quoi on l'associe, le temps qu'on peut le laisser, parce que du coup, ce lithium, il avait pu être là beaucoup plus longtemps, et je pense que c'est que quelques mois plus tard qu'on s'est rendu compte que l'hiver, il y avait plus du tout de dépression. Ah oui, c'était 8 mois après, quoi. La notion de patience aussi est hyper importante dans la façon de gérer les traitements, parce que si on peut être patient, tout le monde n'a pas ce luxe-là, mais si on peut être patient, c'est très, très positif pour le patient. Parce que... Voilà, donc il faut vraiment faire gaffe à pas raconter n'importe quoi, parce que je suis désolé, avec un peu plus de recul, là, je pense que le livre de Demorand est une catastrophe. Ah, arrête avec ça. Non, mais le message, j'ai tout essayé et la vie est grise, je pense que c'est vraiment pas bon. Et il termine sur ça, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Et moi, j'aurais préféré qu'il termine à la fin et qu'il dise, pour rappel, je me lève à 3h du mat quand je vais bosser, tu vois. Parce que si moi, je fais ce qu'il fait, je pense, mort en 1 mois. Ouais. Et encore. Et honnêtement, maintenant que je demande aux patients, les retours des patients, je te parle pas des autres, les retours de mes patients en tout cas, c'est vraiment pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Le message de fin, ça se termine vraiment comme ça. C'est gris, j'ai pris tout ça pour en finir là, machin. C'est vraiment pas ouf. Et j'aurais aimé soit qu'il donne tout ce qu'il a eu et comment il l'a eu, etc., qu'on puisse se rendre compte un peu, soit qu'ils disent pas, j'ai tout essayé. Je les connais tous. Je pense après, que c'est impatient, hein. C'est pas, moi, ça me choque pas du tout. C'est juste c'est impatient, quoi. Mais non, quoi. Mais les gens sont au courant que c'est impatient. C'est pas un médecin. Mais non, c'est pas qu'un patient. À partir du moment où moi, je te le dis tel qu'ils me l'ont dit. Les patients, il y en a un, il a lu le bouquin, il a acheté le bouquin en se disant, waouh, le type a du succès, il peut s'en sortir. Oh, mais c'est ça qui est terrible. Il y a un côté, douche froide, quoi. Mais oui. Mais oui, les gens, et tu vois, et mine de rien, ça aurait pu être un exemple. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est la vie est monochrome et tout ça pour ça. Enfin, si tu veux, je trouve qu'il y a un souci. Alors. Mais ça reste un patient. Non, c'est pas qu'un patient. Il est patient et il est présentateur de radio. C'est un patient connu, mais c'est un patient. Oui, mais il est célèbre aussi. Il a une voix qui porte aussi. Il n'est pas que patient. C'est comme moi, tu vois, et l'ordre des médecins saura me le rappeler. Je suis pas que patient. Je suis aussi médecin. Et si je commence à dire un truc qui est limite d'un point de vue médical, il me cartonne la gueule. Ok. Donc honnêtement, moi, le livre est très intéressant, mais il y a 2-3 phrases comme ça que j'aurais vraiment chanté, quoi. Tu vois, vraiment, j'aurais chanté. Et je pense qu'il l'a fait relire à des personnes, et je trouve que ça en dit long un peu sur globalement l'image qu'on peut se faire de ce trouble-là, parce que vraiment, tu peux pas dire aux gens j'ai tout essayé, tout est gris, et j'ai du fric. Et j'ai pu être suivi par des ponts, des experts, des machins. Et tu vois, c'est vraiment déprimant, je trouve. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des patients qui ne vont pas s'en sortir. Les patients atteints de troubles bipolaires qui vont décéder de leur maladie. Il y a aucun doute. Il y a des patients qui ne permettront pas d'aller mieux. Il y a aucun doute. Je n'en ai, pour ma part, jamais vu des patients qui n'ont pas fini par s'améliorer. Si, t'en as un ou deux qui se sont suicidés quand même. Oui, mais mais à partir du moment où ils essayent des médocs, j'ai pas encore vu de personnes qui machin. Et sans même parler de médoc, il y a des fois où tu fais de la thérapie. Niveau thérapie, c'est peut-être aussi pauvre que niveau médoc. Il y a des patients qui connaissent absolument rien dans leur fonctionnement intrapsychique, et qui bénéficieraient d'un peu de thérapie. Après, il faut encore se la trouver. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment important. Le bouquin, c'est celui-là. J'insiste bien. Prescribing Guidelines de psychiatrie, ça, c'est la 15e édition, la 16e édition, je crois. Ça commence à faire 15e, ça commence à faire longtemps que c'est là. Et après, j'arrête. Et on a une obligation de se former. C'est le serment d'Hippocrate qui a écrit « Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes connaissances et ferai tout pour les maintenir à jour », un truc comme ça. Et tout à la fin, la dernière phrase, c'est un truc du genre que mes collègues, mes confrères m'honorent et me respectent si
je satisfais à ses exigences ou qu'il me méprise et me couvre de honte si j'y manque. Et donc, c'est pas une option. Tu vois, c'est vraiment pas une option que de se former. C'est vraiment pas une option. Et à partir du moment où tu es médecin et que tu te travailles et que tu t'es pas formé, eh ben, c'est méprisable. Et bien sûr, on ne parle pas de la formation médicale continue. Je ne parle pas de ça, c'est méprisable. Donc, quand tu as les ploucs de la Sécu, les médecins ploucs de la Sécu qui refusent de lire les études et qui disent « Ouais, vous êtes dangereux » et qui sont pas foutus d'ouvrir un putain de bouquin, ni de même ouvrir les études que je les ai envoyées, c'est inadmissible, c'est méprisable. On est d'accord? Qu'on fasse pas le coup de « Ouais, mais c'est pas confraternel, on peut aussi ne pas être capable de lire les études. » Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas une option. Donc voilà, il y a plein de trucs à essayer. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Eh ben, bon courage.